Bonjour à tous, bonjour à toutes. Là, je suis pris d'émotion parce que je suis en face de l'une des personnalités les plus parlantes en termes de journalisme en Afrique. Et vraiment, je ne vais pas faire la fine bouche parce que Monsieur Idi Amel, sans, sans plus le présenter, est une icône du journalisme africain que, que j'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui. Et vraiment, bonjour, Monsieur Diamel. Bonjour Richard, c'est un plaisir aussi. Oui, mais Monsieur Diamel, on- vraiment, s'il y a un journaliste en Afrique qui peut dire qu'il vous connaît, ce sera un menteur. Qui est Idi Amel? Alors écoutez, je suis un homme très simple en fait, hein, très Mhm, très simple, mais évidemment passionné par mon métier de journalisme, puisque mhm, mon père était dans le football, mon frère aussi était dans le football, mhm, et j'ai été pris par le virus du journalisme parce que j'habitais en face d'un journal mhm, en Algérie, j'habitais en face d'un journal qui s'appelait La Dépêche de Constantine, mhm, un quotidien. Et donc, j'ai connu tous les journalistes et je les ai suivis dès l'âge de 13-14 ans, voir un peu comment ils travaillaient, comment ils couvraient les matchs. mhm, Évidemment, moi-même, je jouais au football, mhm, au CS Constantine, mhm. et je faisais en même temps de l'athlétisme. Donc, mon cœur était partagé entre la pratique du football en championnat cadet Mhm. et puis la pratique de l'athlétisme où j'ai atteint un bon niveau dans le sprint quand même. Ah, ça, moi, Voilà. je ne savais pas. Idi Amel, athlète? Oui, oui, Athlète de athlète. 100 mètres ou bien de 200 mètres ou Oui, bien... 200, 400, 200, 400 et surtout le relais, puisque on est quand j'ai fait mes études en France à Mhm. l'université, on a atteint la demi-finale du championnat de France en 4 fois 100 mètres. Ah ouais. Donc c'est pour ça que j'ai fait un parcours dans le football, bien sûr, parce que Mhm. c'est là que j'ai surtout œuvré, Mhm. mais j'ai un pied dans le monde de l'athlétisme depuis ma plus tendre enfance. Mhm. Et un de nos plus grands doyens en Afrique, c'est Monsieur Lamine Diack, qui n'est plus de ce monde Mhm. aujourd'hui, qui a été patron. Oui, Et le ben papa de Massata Diack. oui, c'est son fils. Oui, le papa de Lamine Diack, c'est le C'est le papa de... papa, exactement. C'est un grand monsieur de l'athlétisme. Mhm. Il était le premier président de la Confédération africaine d'athlétisme. Il l'a créé. Et je me souviens un jour où je voulais le rencontrer absolument à Harare. Mhm. C'était les championnats, c'était les Jeux africains de Harare. Mhm. Et je suis monté, on m'a dit, ah, Lamine Diack, mais il est tout en haut de l'hôtel, il est en train de préparer l'Assemblée générale. Mhm. Bon, il n'y avait pas beaucoup de pays africains Il qui passe. étaient membres de la Confédération. Je suis monté, Ouais. je lui ai dit, bonjour Monsieur Diack, et il m'a dit, ah, petit, viens installer les chaises. Et puis, euh, et puis j'ai installé les sièges pour le congrès du lendemain. C'était un grand bonheur de le Ça, connaître, de c'était en le quelle année, ça, côtoyer. monsieur? C'était en quelle année? Ça, c'était les années 80. Ah C'était les ouais. années 80. C'était les débuts de Monsieur Lamine Diack sur la scène internationale. Mhm. Il a été champion de France du saut en longueur et Oui. tout. Mhm. Et puis c'était un ministre des Sports. C'est un grand monsieur. Oui. C'est un de nos doyens. J'ai eu, vous savez, Richard, j'ai eu la chance moi de Mhm. côtoyer des noms comme Jean-Claude Ganga, qui a Mhm. créé le CSSA, le Mhm. Conseil supérieur du sport Sport en en Afrique. Afrique. C'est un Congolais. Mhm. Il n'est plus de ce monde, mais quel personnage extraordinaire, quel dirigeant. Et j'ai connu le deuxième plus grand, c'est également Lamine Ba. Mhm. C'est aussi un Sénégalais qui a été un très grand dirigeant. Mhm. Et enfin, bien sûr, et surtout, Lamine Diack. Mhm. Lamine Diack, c'était un monstre dans sa manière dans sa philosophie du sport Mhm. et dans sa manière de défendre l'éthique du sport en En Afrique. Afrique. Voilà, ce sont ces gens-là qui ont créé, qui ont donné. Et bien sûr, j'ai connu aussi Mhm. Monsieur Mzali, ministre des Sports tunisien, Mhm. qui, avec Monsieur Ganga, Mhm. les deux ont été les dirigeants les plus influents pour la dignité sportive de l'Afrique. En 1976, à Montréal, Mhm. ce sont ces deux grands dirigeants africains qui ont dit non au Comité international olympique, qui avait accepté que l'Afrique du Sud défile Défi. sans la communauté noire. Mhm. Et donc, ce sont deux hommes qui ont dit, eh ben, puisque c'est comme ça, le lendemain, le jour de l'ouverture des Jeux olympiques de Montréal, Mhm. tous les pays africains
boycotteront la cérémonie. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, ce sont des grands. Il faut rendre un hommage à leur mémoire. Ce sont ces gens-là qui nous ont guidés, qui nous ont inspirés. J'étais très très jeune, mais je les lisais, je les suivais. Je les ai également interviewés. Et c'est ça qui m'a fait aimer à la fois le continent africain, qui est mon continent. Mon père est algérien, ma mère est algérienne, Voilà. et donc voilà. J'ai commencé par travailler d'abord dans mon pays, et ensuite pour les besoins des études, j'ai été amené à venir en France, où je suis resté. J'ai travaillé au journal L'Équipe, j'ai travaillé à France Football, j'ai créé une rubrique Afrique. Quand Afrique Football aussi. Afrique Football, je l'ai créé. Voilà. Je l'ai créé avec Monsieur Simplice de Messé-Zinsou, ivoirien, qui était un armateur, le président de l'Africa, un très grand dirigeant également, qui est toujours de ce monde et qui s'intéresse toujours au football africain. C'est avec lui qu'on a créé cette belle aventure d'Afrique Football, parce que j'ai considéré avec lui, il venait de gagner la Coupe d'Afrique. J'étais à Abidjan, et il m'a dit, alors Eddy, tu rêves toujours de ton journal? J'ai dit, président, un jour j'aurai les sous et un jour je les ferai. Et il m'a dit, tu passes à mon bureau demain. Et c'est comme ça qu'il a financé la création d'Afrique Football. Il faut raconter l'histoire un peu d'Afrique Football, qui a été un énorme succès évidemment, parce que c'était la personnalité journalistique de l'Afrique qui naissait en même temps. On avait notre identité, on avait notre personnalité, et on recrutait que des journalistes africains, des jeunes. Et c'était un grand journal, évidemment, puisque on était en opposition de tous les autres magazines du monde qui traitaient l'actualité du football africain avec quelquefois dédain, avec de la hauteur, et on a refusé ce dogme, cette posture. Nous l'avons refusé avec quelques-uns, comme Fawzi Majoub, comme Ouattara, Ego Ouattara, beaucoup d'autres et justement, j'ai rencontré, vous ne pas vous couper, monsieur Eddy Hamel, j'ai rencontré Franck Simon la semaine dernière. Il m'a dit qu'il était jeune stagiaire à Afrique Football, justement, qui est le journal de monsieur Eddy Hamel. Il me l'a dit, et franchement, quand moi j'appelle Eddy Hamel, Franck Simon la légende, comment est-ce que je vais appeler Eddy Hamel? Comment est-ce que je vais l'appeler? Parce que, franchement, revenons un peu sur l'épisode de Lamine Diack. Est-ce que ça ne vous a pas un peu peiné du traitement que la France, parce qu'il a été emprisonné en France pour un fait que jusqu'aujourd'hui on n'a pas su élucider. Pas emprisonné, il était en résidence. Oui. Hein, oui. Bon, mais justement, le traitement qu'il a eu, il était quand même privé de liberté ici en France. Oui, absolument, c'est vrai. Et justement, mais comment est-ce que vous avez ressenti? Avec une énorme tristesse. Je suis allé le voir plusieurs fois. C'était ce n'est pas quelqu'un qui a pu cacher certaines malversations de son entourage ou de son équipe ou de son staff. Mais lui, je le considère, moi, d'une innocence absolue. Ce n'est pas le genre d'homme, à faire des malversations, ce n'est pas le genre d'homme à cacher des choses. On peut toujours être tenté, parce qu'il y a la tentation du mal qui nous entoure dans nos métiers. On fait du journalisme, on est dirigeant comme lui, on a la tentation du mal quelquefois. Mais je n'ai jamais cru en sa culpabilité. Ça c'est ma façon, mes convictions. Je connais l'homme, je l'ai connu très très jeune, à 18 ans je l'ai connu, je l'ai suivi dans toute sa carrière. Quand il a été nommé président, il était vice-président, Nebbiolo, le président de l'IAF, était décédé. Il a pris la suite en tant que premier vice-président et il a été élu 2 fois à la tête de la 2e plus grande fédération du monde après la FIFA. Et donc, à cette tête-là, il a opéré tellement d'innovations, tellement de changements. Ça, on était fiers de lui, d'avoir un président de fédération africaine de cette trempe-là, qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Il y avait Issa Yatou dans le football, il y avait Lamine Diack dans l'athlétisme. Et quand vous enlevez le football et l'athlétisme des Jeux olympiques, par exemple, il n'y a plus de Jeux olympiques. Il n'y a plus rien. Et donc, on était fiers d'avoir 2 personnalités de cette dimension. Lamine Diack restera pour moi quelqu'un d'exemplaire. Il fera partie à tout jamais
de mon parcours, de ma vie de journaliste, et je garde les plus beaux souvenirs de son parcours. Donc, pour répondre à votre question, je suis sûr de son innocence totale. D'accord. Je veux vous dire un truc, Monsieur Eddie Hamel, quand je préparais l'interview, je me suis rendu compte que c'est un monsieur à multiples casquettes. Il est journaliste, il est écrivain, il a écrit un livre, il a été média officier de la FIFA, il est conseiller il a été conseiller du président. Aujourd'hui, il a toujours été dans les médias des sports parce qu'aujourd'hui, je suis dans les locaux de son entreprise qui est TV Média Sport. Et finalement, Eddie Hamel, qu'est-ce qui vous anime depuis tant d'années dans le sport? D'abord, c'est l'amour du continent. Alors, je suis peut-être un des rares journalistes à avoir connu les 54 pays de notre continent. Il n'y en a pas un seul où j'ai pas mis les pieds. Ah oui. Donc, les 54 pays, je les connais et j'y ai résidé. Ça, c'est la passion du continent déjà. La culture, la personnalité, l'histoire de ces pays, la connaissance. Je n'ai pas connu les grands hommes qui ont fait notre histoire africaine. Je n'ai pas connu Nkrumah, je n'ai pas connu les hommes politiques qui ont les Patrice Lumumba, tous les grands noms qui ont fait l'histoire de ce continent avec dignité et respect. Mais je les ai lus, j'ai vu leur parcours et j'ai été aussi passionné de ce continent. Donc, ce qui m'anime le plus, c'est d'abord l'amour du continent et la passion de mon métier. La passion de mon métier. J'ai appris le journalisme parce que c'est l'art de bien écrire aussi, l'art de restituer, de vivre les événements et de les restituer pour le plus grand nombre. C'est la meilleure définition de notre métier. C'est vivre l'événement et le restituer. Et donc, j'ai commencé par la presse écrite parce que c'est la plus difficile. Il faut savoir écrire, il faut savoir transmettre. Et j'ai été entouré, j'ai été corrigé, j'ai été guidé, accompagné. J'ai d'abord travaillé avec monsieur Jean-Philippe Retaker, un grand monsieur qui a écrit l'encyclopédie du football. J'étais dans son équipe, au journal L'Équipe. Et regardez, Richard, le destin d'une vie. C'était mon patron à l'équipe. Et évidemment, il y avait Edouard Sedler, il y avait Urbini, il y avait des grands noms de la presse écrite. Évidemment, on les voit parce que le journal était déjà au summum du journalisme. Et puis, quand on a créé Afrique Football, j'étais le patron de Jean-Philippe Retaker. Et ça, c'était extraordinaire. Vous voyez l'humilité des grands hommes, des grands journalistes. Jean-Philippe Retaker, pour moi, c'était un dieu du journalisme. Et bien, quand j'ai créé Afrique Football, il m'a dit, j'adore, c'est quelqu'un qui a fait la CAN de 1957. Oui, les premières CAN, oui. Monsieur Jean-Philippe Retaker a fait 14 CAN. On le sait pas. Mais c'est un grand homme, Et le fait qu'il vienne me proposer, dès la création d'Afrique Football, il est venu me dire, mon petit Teddy, et tu m'accepterais pas comme chroniqueur? J'ai dit, mais monsieur Retaker, mais bien évidemment. Et les lecteurs et tous ceux qui ont connu Afrique Football, bien évidemment, ont vu la chronique régulière de monsieur Jean-Philippe Retaker. Les gens ont écrit, Jacques Thibert a écrit dans Afrique Football. On a reçu Pelé, on a reçu Van Basten, on a reçu Gullit, on a reçu les plus grands, Maradona. Tout le monde est passé par Afrique Football. C'était une belle aventure. Mais monsieur Djamel, il y a justement j'ai suivi que c'est vous qui avez créé le Ballon d'Or africain. Absolument, c'est vrai. Mais qu'on appelait Étoile d'Or avec monsieur Simplice de Messé-Zinsou et avec Abedi Pelé, Abedi Ayoub Pelé, qui jouait à Nyon. Il n'était pas encore dans un grand club. Il venait de Bénin, il a joué au Bénin. Il était remplaçant à la CAN en 1982 en Libye. Il avait 17 ans, je crois. Il avait 17 ans. Donc, c'est pour ça que Abedi Pelé avec la CAN, il a une histoire fabuleuse à nous raconter. À 16 ans, il a été sélectionné. À 17 ans, il la joue en Libye. C'est incroyable. Et puis après, il a fait le parcours qu'on lui connaît. Et donc, quand on a reçu tous ces gens-là, Georges Weah, bien sûr, qui était là, qui nous a encouragés. Ce sont des gens qui ont fait l'aventure aussi d'Afrique Football parce qu'ils l'ont enrichi de leur expérience, de leur présence, de leur encouragement. Le fait que l'Afrique détenait un grand journal, un magazine bien fait, crédible sur le plan
informatique, voilà, éditorial aussi, la ligne, le partage, on couvrait la Coupe du Monde, on couvrait la CAN, on couvrait l'Euro de football, on couvrait la Copa América et le début balbutiant de la Coupe d'Asie, par exemple, et qui n'était pas très connue, et surtout la Coupe de l'Océanie. Donc on a couvert ça pour dire, écoutez, nous on défend les valeurs du football africain, mais on veut aller voir comment ça se passe dans les autres pays lorsqu'ils organisent leurs compétitions. Donc voilà. Mais justement, il y a aujourd'hui, parce que le groupe Amaury se targue d'interdire aux autres d'appeler, vous voyez aujourd'hui la CAF, c'est les CAF Awards, alors que c'est vous qui avez créé le ballon d'or africain. Oui. Mais aujourd'hui, absolument. ils disent qu'on ne doit plus utiliser le mot ballon d'or. Comment est-ce que... Alors ça, c'est sur le plan juridique, parce que c'est un nom qui appartient au groupe Amaury. Ça, c'est eux qui l'ont créé, c'est vrai. Avant, ils toléraient, il y avait une tolérance. Les pays disaient ballon d'or, golden ball, voilà, ballon d'or. Tout le monde utilisait. À un moment donné, ils se sont mis avec la FIFA et puis se sont séparés, se sont pas entendus. Se sont pas entendus. Ils ont fait 3 ou 4 cérémonies, puis se sont pas entendus. Chacun a repris son indépendance. Alors, mais le groupe Amaury a déposé auprès de l'INPI, donc c'est l'Institut national des marques en France, qui a propagé sur le monde entier la couverture du mot ballon d'or. On ne peut plus l'utiliser, sauf à demander une autorisation préalable du groupe. Bon, mais Richard, entre nous, vous voyez bien, bien malgré le groupe, tout le monde au Sénégal, on dit le ballon d'or de cette année, au Malawi, le Golden Ball. Bon, on peut pas parce que c'est resté un mot générique. Il est resté générique. Mais il faut quand même reconnaître, il faut respecter aussi l'antériorité du journal France Football, qui l'a créé, donc, et qui est devenu le plus grand du monde. Voilà. Exactement. Je vais faire un petit crochet dans l'histoire parce que dans les années 89, 90, 91, 92, il y avait une chaîne en Afrique qu'on appelait CFI et tous les mercredis, il y avait une voix qui faisait les reportages de matchs et c'était la voix d'Eddie Hamel. Oui. Monsieur Eddie Hamel, comment vous arrivez à CFI? Alors, j'arrive à CFI par la création de Canal France International répondait à des objectifs politiques de la francophonie et en même temps de la coopération avec l'Afrique, franco-africaine. Beaucoup de chaînes africaines qui étaient en train de s'enrichir, avaient besoin d'expériences, avaient besoin de partager des expériences. Donc, c'est le gouvernement français qui a décidé sur le groupe France Télévisions de créer une entité destinée à l'étranger, pas seulement à l'Afrique, mais à l'Océanie, à l'Amérique du Sud, etc. Le président, qui était Philippe Bodillon, qui est un énarque de la génération de monsieur l'ancien premier ministre de Villepin, vous voyez, bon, c'était quelqu'un qui aimait l'Afrique, m'a appelé parce qu'il me lisait dans Afrique Football et il me lisait aussi quand j'écrivais à l'équipe ou à Jeux d'Afrique aussi d'Ibrahim Soumaré et le regretté Fekro Kidane qui avait créé ça aussi. Fekro Kidane, Ibrahim Soumaré évidemment sont des gens qu'on n'a pas cités tout à l'heure mais qui sont dans toutes les mémoires. Et donc c'est de là, c'est à partir de là, on parlait bien sûr de CFI. De CFI. Oui. Et monsieur Bodillon m'a fait appel en me disant, je suis sûr que vous allez nous donner un coup de main pour du consulting. J'avais fait de la radio, mais jamais de la télé. Donc, je suis allé me former à l'INA quelque temps pour voir un peu quels sont les concepts du commentaire. Évidemment, on avait l'INA. J'ai fait la même école que vous. Hein. Oui, voilà. En 2019, j'ai fait. C'est bien ça. L'INA formation. Il faut les fondamentaux, Richard. On peut pas s'engager dans un métier sans en connaître, sans maîtriser les fondamentaux. J'ai fait un stage, je suis allé voir plein de choses et j'ai eu la chance plusieurs fois avec Didier Roustan de commenter avec lui des finales de Coupe africaine. Donc j'avais déjà une expérience avec France Télévisions. Et donc j'ai créé le service sport de Canal France International alors que j'étais à Afrique Football. Donc j'avais les deux casquettes.
Je jonglais entre les deux. Entre les deux. Et ensuite, je suis devenu rédacteur en chef de Canal France. Et on a fait les Jeux africains de Canal France à Harare, au Zimbabwe. Et après, j'ai dit au patron de CFI, si vous voulez exister en Afrique, il faut acheter des droits. La Champions League, à l'époque, ça s'appelait la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Europe des champions, la Coupe d'Europe des clubs. Et en 92, le statut de leur a changé, la Champions League. Et il m'a suivi. Alors, on avait la Formule 1, on avait le championnat du monde d'athlétisme, on avait ça. Et moi, quel bonheur d'être à la fois rédacteur en chef de l'athlétisme, donc je compte, et du football. Voilà. Et je commentais, et je prenais uniquement des consultants connus par les Africains, bien sûr. Hein. Et donc, voilà, j'ai fait une belle carrière de commentateur pendant 25 ans. 25 ans. J'avais la voix, j'avais la passion. Bon, pas toujours le talent, mais quand même. C'est avec passion qu'on vous écoutait, puisque je l'ai toujours gardé dans ma mémoire, parce que je me souviens justement la finale où l'OM a gagné. Oui. La finale où l'OM a gagné. Oui. Quelle émotion. Moi, j'étais très ému. Mais parce que c'était un but à 100% africain. Corner de Abedi Ayou Pelé, reprise de Basile Boli, un Ivoirien et un Ghanéen. Quel bonheur pour moi, quel bonheur. Je me souviens. J'ai perdu la voix après. Voilà, justement, je me souviens toujours de moments, parce qu'à un moment donné, vous étiez tellement pris dans l'émotion. Après, ça s'est ressenti dans votre voix. Oui. Parce que il y avait l'émotion déjà d'un club français, le premier qui gagne. Parce qu'il faut le dire, l'Olympique de Marseille est le premier club à gagner la Champions League. La Champions League, nouvelle formule. Nouvelle formule. En 80, voilà. Avec la nouvelle, alors que j'avais vécu déjà 2 finales de Coupe d'Europe. 89? Vainqueur par des Africains. Ah ouais. Thomas Nkono avec l'Espagnol Barcelone. Et surtout Rabat Madjer en 87 à Vienne avec le FC Porto contre le Bayern Munich. Ah oui, donc et le fameux dribble de Madjer qui a envoyé Coman, qui est devenu son entraîneur plus tard, qui a envoyé Coman dans les tribunes, puisqu'il a dribblé, il est tellement bon, voilà. Ça, ce sont des moments extraordinaires pour nous. Mais justement, Diamel, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez fait 54 pays africains. Oui. J'aimerais savoir, vous avez fait combien de CAN? Le CAN, 21 CAN. 21 phases finales. 21 phases finales. Je fais des U20 et je fais 10 Coupes du Monde, mais ça, vous le savez. Oui. 10 Coupes du Monde. Coupes du Monde, on va revenir plus tard, parce que je suis dans les CAN parce que 21. Déjà de savoir que vous avez, quelle est la CAN qui vous a le plus marqué? Eh ben, franchement, Richard, sans réfléchir, il y en a 2. Une en 90 à Alger, pour une raison autre, je vais vous expliquer. Mais évidemment, la plus belle pour moi, c'est 1996, parce que j'ai serré la main à Monsieur Mandela, et parce que Mandela était à 3 mètres de moi quand il était habillé avec le maillot des Bafana dans ce stade national. Aujourd'hui, ça s'appelle autre chose, mais à 2 pas de Soweto. Et on avait vécu cette finale avec une grandeur incroyable, la restitution de l'Afrique dans son unité, le retour de l'Afrique du Sud dans toutes les instances politiques, aux Nations Unies, à l'UNESCO, dans les fédérations internationales. Et j'ai vécu ça comme, pour moi, c'était quelque chose d'abord d'émotionnel, parce que quand on serre la main à ce monsieur, quand on connaît son histoire, et qu'on dit, eh ben voilà, il a un lien avec le football, et c'est la CAN, que les stades, vous vous rappelez de ces images quand il dansait? On était à 3 mètres de lui. Oui, c'était extraordinaire. Donc c'est la plus belle CAN pour moi, historiquement. Et 90, pourquoi 90 à Alger? Parce que c'est la première fois que les pays africains recevaient l'image par satellite en direct. Ah oui. C'est le plus grand nombre, oui. C'est à partir de 90 que il y a eu un système de diffusion par satellite gratuit, ce qu'on appelle aujourd'hui le free-to-air, et donc par satellite, tous les Africains ont reçu gratuitement l'image de la CAN. Et c'est pour moi, c'est la propagation du plus grand événement de football. Et voilà. Et le monde entier, au Japon, ont vu la finale de 90, Algérie-Nigeria, 1-0. Voilà, le Brésil a vu la finale, la Colombie avait cette finale. Donc vous voyez, pour l'émotion, pour le cœur, Richard, c'est 1996 parce que c'est Mandela, parce que c'est le retour
d'une très grande nation, la nation arc-en-ciel, dans la famille du sport mondial, pas seulement africain, mais mondial. 90, parce qu'enfin cette CAN était vue par tout le monde. On la voyait dans la brousse, on la voyait dans les écoles, dans les moindres cafés où les gens se regroupaient autour d'un écran noir et blanc, caillouteux comme ça, avec des interférences du satellite. Mais au moins c'était la première fois. Et justement, parce que on parle de CAN, on parle de Coupe d'Afrique, est-ce que je vais un peu arriver dans un point un peu politique? Dites-nous, aujourd'hui, avec tout le temps que vous avez fait, la CAF, aujourd'hui, bon, disons la CAF sous Tessema, comment vous l'avez trouvé? Commençons par lui. Alors, Tessema était un bâtisseur. On n'avait pas tous les pays qui étaient membres. Il y avait encore des pays qui n'étaient pas indépendants. L'Angola, plein d'autres pays étaient encore en guerre. Tessema était un bâtisseur parce que il a compris tout de suite que c'est la vision unitaire de l'Afrique qu'il fallait par le football. Il a été ministre de l'empereur, Haïlé Sélassié, il a été visionnaire et il avait un conseiller extraordinaire qui était monsieur Fécrou Kidane, qui était membre de la commission anti-apartheid aux Nations Unies. C'était un journaliste, c'était un ministre qui est devenu un journaliste de sport. Et vous vous rendez compte? Rendez-vous compte si demain, Richard, vous êtes appelé à siéger aux Nations Unies. Quelle fierté pour nous! Eh ben, on était fiers de monsieur Fécrou Kidane. Donc, monsieur Tessema, Idne Kacho Tessema, c'est un bâtisseur qui a eu la vision. Il a la vision de ce continent uni. Et il a dit, je peux l'unifier par le football. Et donc, il a pris son bâton de pèlerin et il a fait tous les pays qu'il pouvait faire en avion. C'était difficile d'aller de rallier d'un pays à un autre. Comment aller de Libreville vers Sao Tomé et Principe? Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de, pas aller par le, voilà. Donc, c'était compliqué. Mais même en Afrique de l'Ouest, c'était difficile. Les liaisons étaient compliquées. Les bateaux n'existaient pas encore en liaison. C'était compliqué. Eh bien, monsieur Idne Kacho Tessema, d'abord, a eu l'opportunité de nous faire comprendre que c'est par le football qu'on pouvait unifier un continent. Donc, il a pris son bâton de pèlerin. Il a fait tous les plus grands pays pour leur dire, il faut adhérer, il faut jouer la CAN, il ne faut pas faire des forfaits. Les forfaits africains à cette époque-là, ils étaient en légion. Les pays ne participaient pas aux qualificatifs du tournoi olympique, ne participaient pas aux qualificatifs de la Coupe du Monde, ne participaient pas aux qualifications de la CAN, qui n'était pas encore un grand événement. C'était un regroupement, on disait, ouais, c'est un regroupement. Voilà. Les professionnels, ils venaient pas. C'était pas encore, Monsieur Tessema a eu un statut de bâtisseur, mais, et il a eu également le courage de faire porter une voix africaine dans les instances. Au CIO, il y avait un monsieur Avery et Brundage, qui était un raciste, qui était un homme qui a tout fait pour reléguer au deuxième plan les États africains pendant les Jeux Olympiques. Il était assez dur avec l'Afrique. Il y avait à la tête de la Coupe du Monde également, avant monsieur Avlange, il y avait aussi une difficulté à exister dans le football mondial. On avait un pays. Rendez-vous compte que le Maroc en 1970, lorsqu'il est allé jouer au Mexique la première Coupe du Monde, c'était le seul pays. Alors qu'on avait 36 ou 37 pays adhérents déjà à la FIFA. C'est scandaleux. Tessema, monsieur Idne Kacho Tessema, a fait entendre sa voix. S'est battu mordicus pour installer des membres dans les commissions. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Membre de commission médicale. Comment un médecin africain, membre de la commission? Mais pourquoi voulez-vous ça? Et monsieur, parce qu'il est autant médecin que vous. Il est autant chirurgien que vous, autant, spécialiste de sport comme vous. Ça a été son combat extraordinaire et il a réussi. Et il a tenu tête lorsque monsieur Avlange a été élu à Francfort en 1974. Il est allé lui dire
à partir de maintenant, vous m'aurez toujours soit comme ami si vous respectez l'Afrique, soit comme ennemi. Et je vous combattrai si vous n'aidez pas l'Afrique à avoir plus d'honneur, plus de place, plus de membres, plus d'organisation. Et c'est comme ça qu'il a gagné la première bataille. Après son élection, Idné Cacho Tessema a dit, vous avez créé le U20, championnat du monde du vin, il faut qu'il se joue en Afrique. Avalanche lui dit, mais non, c'est la Colombie. Il lui dit, faut qu'il se joue en Afrique. Et il s'est joué le premier tournoi à Tunis. Oui. Ça, c'est la victoire de nos dirigeants qui ont fait entendre leur voix. Alors, l'avantage, c'est que Idné Cacho Tessema a été remplacé par Issa Hayatou, qui également avait une grosse identité africaine, une grosse part de son parcours et qui a repris le flambeau de Idné Cacho Tessema avec la plus grande vigueur et avec la plus grande fermeté face à Avalanche. Vous pensez pas qu'il a suivi les pas de Idné Cacho? Mais bien sûr, parce qu'il l'a connu. Monsieur Issa Hayatou était membre du comité exécutif. Et lorsqu'il est devenu candidat à Casablanca, on a dit, c'est bien, c'est un jeune qui vient. Parce que le docteur Halim avait déjà presque 78 ans. Alors, elle a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le docteur Halim qui a été chef d'État du Soudan, etc., d'un éminent chirurgien, d'un homme est-ce qu'on lui donne parce qu'il a l'expérience, ou est-ce qu'on ouvre la voie à la jeunesse, comme Issa Hayatou, et vers un autre devenir pour le continent? Eh ben, on a choisi au deuxième tour. Il y avait aussi un Togolais qui était là, mais c'est Issa qui a gagné, c'est la jeunesse. Il était membre du comité exécutif. Il avait fait entendre sa voix. Il était directeur national des sports, quand même. Oui. Il était directeur national des sports. Et il était un champion du 800 mètres. 800 mètres. Voilà. Votre sport favori. Alors, on a parlé de Montréal, Richard. Il était là. Ah ouais? Le boycott l'a empêché de courir le 800 mètres. Ça, c'est une histoire qu'il faut dire aux jeunes. Ah ouais. Issa Hayatou était athlète. Il avait fait son minima et il allait participer au qualificatif des Jeux Olympiques. Il était très bon. Il tournait à moins de 2 minutes dans le 800 mètres. Ah ouais. Et il n'a pas couru parce qu'il y a eu ce fameux boycott décidé pour respecter l'Afrique. Voilà. Il y a eu des grands moments de respect de l'Afrique. Beaucoup de moments dans le respect. Et donc, voilà un peu l'histoire d'Idné Cacho Tessema qui a placé le flambeau. Et c'est grâce à Idné Cacho Tessema qu'on a réussi aussi à avoir plus d'écoute à la FIFA, que monsieur Avalanche a été sensibilisé à l'Afrique et il a commencé et il a fait 32 pays, monsieur Avalanche, 32 pays africains, parce que Idné Cacho Tessema, il lui a dit, arrête de partir en Colombie et au Pérou, on en a marre, arrête de partir à Sydney et à Rome, va voir un peu Abidjan, va voir un peu Yaoundé, va voir Alger, va voir etc. Voilà, c'est lui. Et c'est comme ça qu'il a visité 32 pays africains. Mais justement, comme je voulais embrayer après Idné Cacho sur Hayatou, vous avez dit un mot si vous avez encore, parce que pour moi, je pense que avec ce que vous m'avez dit, je vois que Hayatou a un peu surfé sur les vagues de Idné Cacho, mais justement, si vous me permettez, le troisième président de la CAF, qu'est-ce que vous pensez de lui, Ahmad Ahmad? Écoutez, Ahmad Ahmad d'abord a été 3 fois ministre dans son pays. C'est un professeur d'éducation physique. C'est un homme qui jouait au tennis à un plus haut niveau et au football comme milieu de terrain. Donc, il avait le sport dans ses veines. C'est un homme passionné par le sport, pas seulement. Et c'est vrai que quand il a atteint le stade de ministre des Sports, il a été aussi ministre des Transports, de la Pêche. Et, bon, voilà. Quand il s'est présenté, ça a été d'abord, pour moi, le sentiment de courage d'un homme qui attaque un monument imprenable. Voilà presque 30 ans que monsieur Issa Hayatou régnait sur le football, réélu sans problème. Bon, il travaillait, hein. Bien sûr. Il faut quand même juste une parenthèse, cher Richard, c'est qu'en 1994, j'étais avec lui à New York, à l'hôtel, et il m'a dit, tu vas voir, Eddie, tu vas voir ce qui va se passer à cette réunion. C'est la fameuse réunion où Avalanche allait décider du partage du monde. On ouvre juste cette parenthèse pour réattribuer plus de place. Et c'est Hayatou qui avait pris la parole avant tout le monde pour dire, moi, à moins de 5, je retire tous les pays africains de la FIFA. Si je n'ai pas 5 places,
en phase finale, c'est lui qui a gagné cette bataille à New York en 1994. Et malgré la résistance des Européens, qui étaient à déjà 16 pays, je crois, eh bien, Hayatou avait gagné. Je l'ai embrassé quand il est sorti de la salle. J'étais le seul. Il m'a dit, Eddie, 5. Je dis, mais on s'embrasse. 5 pays pour la prochaine Coupe du Monde. Obtenu les 3 d'abord. Les 3 places. Parce oui, il y a une seule place, oui. Et c'est à partir de 82 qu'il y a eu 2 places, mais avec les résultats. Parce que le Cameroun a joué 82 sans être battu, y compris par le champion du monde, l'Italie. Il y a eu le Maroc. Non, en 82, c'est l'Algérie qui bat l'Allemagne. Qui bat l'Allemagne et le Chili. 3-1, il explose le Chili, bat l'Allemagne avec Madjer, Assad, Belloumi. Et c'était quand même autre chose. Je vais couper, il n'y a pas de souci. Je vais couper au montage. Justement, en 86, c'était le Maroc qui avait fait une belle performance. Alors, le Maroc a explosé le Portugal 3-1 et s'est retrouvé comme étant le premier pays qui passe en 8e de finale contre l'Allemagne à Monterrey. Ça, c'est l'histoire. Au Mexique. Mais le premier pays. Alors, on peut dire l'histoire, vous savez, l'histoire, vous l'écrivez comme vous l'interprétez, cher Richard. Si on veut l'histoire une et unique, c'est évidemment l'Égypte qui participe en 1930, 34 et 38. Sauf qu'en 1930, il fallait 4 mois en bateau pour arriver. Et ils sont arrivés en retard, donc ils n'ont pas joué. En 34 et 38, en Italie, c'est sous l'ère de Mussolini. Bien évidemment, en 34 et 38, il n'y avait pas de qualification. Donc, beaucoup d'Africains, beaucoup de journalistes disent « Ah, mais il n'y a pas eu de qualification, c'est sur invitation. Oui, mais quand même, l'Égypte a joué quand même. A joué 34 et 38. Alors ça, c'est un pont d'histoire, pas antique, hein, parce que c'est quand même en 1934, c'est récent. Bien sûr. Et il y a l'autre histoire avec qualification, qui a un autre prestige en 1970, avec le Maroc qui se qualifie et qui fait match nul quand même. Et puis après, la première victoire africaine, ce n'est pas le Maroc, c'est la Tunisie contre le Mexique à Rosario, le pays de Monsieur Messi. 3-1, c'était la première victoire. Et puis, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec le travail de Monsieur Tessema et de Monsieur Hayatou, on est arrivé à être les meilleurs du monde dans les catégories 17 et 19. La première Coupe du Monde de U17, c'était dans la banlieue de Florence. Le Ghana a fait un récital. Et Avalanche, le président de la FIFA, dit, écoutez, ce match-là, la cassette doit faire le tour du monde. Il a donné ça à une boîte de production au retour. Et cette cassette de la finale du Ghana, où il y avait Lamptey, où il y avait Koufor, mais les plus grands qui sont allés après au Bayern de Munich, qui sont allés à Torino, etc., des grands joueurs, cette finale-là, elle a fait le tour du monde des académies et des fédérations. Regardez le football africain. Alors, ce qui s'est passé après 91, c'est que pour la première fois aussi, en 92, il y a eu une finale du U17, Ghana contre le Nigeria. C'est unique. Et unique. Ça, c'est l'essence de notre histoire du football africain. C'est par les jeunes qu'on a commencé à construire quelque chose de planétaire. C'est-à-dire que l'Afrique ne donnait pas que des grands joueurs, elle donnait des sélections nationales qui remportaient la timbale. La timbale planétaire. Le titre mondial. Croyez-moi, moi j'ai couvert tout ça et j'ai découvert aussi ce match-là où il y avait Monsieur Tessema. Il y avait encore Monsieur Tessema. C'est incroyable, voilà. Et on a bâti ça. Et parmi les meilleurs joueurs du monde, c'était quand même des Africains. Ghana, Nigeria. Et après, il y a eu le Mali avec Keïta. Voilà. Et surtout, il y a eu l'organisation de pays africains qui est arrivé à organiser des championnats du monde. La Tunisie, le Nigeria. C'est là où on a découvert le petit Keïta, qui a fait une carrière extraordinaire. Donc, ça, c'est l'histoire, Richard, du football africain. Elle est jalonnée de plusieurs choses. Sur le plan stratégique, sur le plan politique, on a gagné des batailles avec des hommes, comme on les a cités. Ensuite, avec des sélections qui ont été
formés, qui ont battu des Colombies, des Argentines, des Brésil, qui ont battu l'Australie, qui ont battu l'Allemagne, la France, sont des jeunes qui sont devenus des stars après. Donc, à tous les niveaux, l'Afrique a bâti quelque chose, une stratégie, un plan, des académies qui commençaient à avoir lieu. Il restait un seul point triste, c'était l'hémorragie des jeunes. L'hémorragie des jeunes, c'est-à-dire que le Bayern de Munich, bon, je cite le Bayern, ça peut être un autre pays, le Torino, l'AS Roma, même le Paris Saint-Germain. On allait en Afrique, on prenait les petites perles de 14 jusqu'à 18 ans qui jouaient, on donnait $5,000 aux parents, et puis après on dit c'est à nous. Et non, monsieur, c'est pas à vous, $5,000, ce n'est rien du tout, vous allez gagner des millions et des millions. Ça, c'était l'hémorragie qu'on n'a pas réussi à installer jusqu'à présent. S'il y a un jour, on sera plus de ce monde-là, mais j'espère qu'un jour on verra des dirigeants du football africain qui mettront un terme à cette hémorragie et qui obligeront les grands clubs européens à signer des conventions avec les fédérations nationales africaines pour passer par le président du club et lui dire, monsieur, je suis intéressé par votre petite perle de 17 ans. Mais c'est pas aller voir les parents, lui faire un passeport, une autorisation. Faut respecter. Il y a toujours, bien sûr, l'autorisation. Il y a toujours l'autorisation. Mais quand il est mineur, le parent suffit pour le faire passer de l'autre côté de... Voilà. Ça, c'est quelque chose qui j'espère un jour vivre. Mais justement, on parlait de Ahmad. Mais on n'a pas fini avec Ahmad. Je veux profiter pour savoir qu'est-ce que vous pensez du football africain aujourd'hui? Comment il est géré, les relations entre la FIFA et la CAF? Juste un mot sur Ahmad. Il a été un excellent président. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a su s'entourer. Alors, les gens disaient, il n'avait pas d'expérience, mais un dirigeant comme ça, qui s'installe à la tête de la plus grande confédération du continent, c'est d'énormes responsabilités. Une de ses qualités a été de bien s'entourer, Hein, il y avait quand même du monde autour de lui, ce qui l'a amené à tout changer, Il a multiplié par 3 la subvention de toutes les fédérations. Il a passé la fameuse CAN de 16 à 24. Et il a fait du CHAN un énorme rendez-vous planétaire et il a distribué l'argent qu'il a trouvé à la CAF et celui qui rentrait. Bon, après, il a fait aussi des mauvais choix, parce que il était aussi quelquefois astreint et condamné à aller vite. Et là, quand on va vite aussi, on fait des mauvais choix, on le regrette. Mais quand même, pour moi, il restera toujours un bon président. Il y a eu la mainmise de la FIFA sur lui, ça a été très difficile, très difficile. Et il a été puni par la FIFA pour ça également. Mais justement, voilà. Moi, je pense, pour un peu embrayer ce que vous dites, moi, je pense que le président Ahmad est le président de la FIFA, de la CAF, qui a le plus fait de réformes. C'est exact, c'est un réformiste, absolument. Il a fait la majorité des réformes. Aujourd'hui, le football africain, quand on voit comment le CHAN est passé de 12 à 16 équipes, et à 24 après. Oui, à 24 après. Et quand on voit comment la CAN, il faut dire que la CAN féminine est passée de 8 à 12. C'est son mandat. C'est son mandat. Ah, c'est son mandat. Quand on voit que la création de la Champions League africaine absolument de football féminin, c'est son œuvre. Oui. Et aujourd'hui, si les CAF Awards. Et justement, les CAF Awards. Et justement, si on voit aujourd'hui une CAF qui est, tous les employés de la CAF sont considérés au Caire aujourd'hui comme des ambassadeurs, c'est grâce à l'accord signé entre le président Ahmad et moi je pense que le président Ahmad a beaucoup fait de réformes. Je le dis souvent, les gens me prennent souvent pour un fou. Je dis, le président Ahmad a fait plus de réformes en 4 ans que Hayatou en 30 ans. Alors, il a fait beaucoup de réformes. Et Richard, si vous permettez, je vais vous en rappeler une très importante pour la personnalité du football africain. Le nouveau siège de la CAF a été bâti sur un terrain qui appartient à l'État égyptien ou à des privés. Alors, on n'a jamais su exactement. Quand il a été élu, personnellement, j'étais conseiller du président Ahmad. J'ai dit, écoute, il faut
que tu traites ça avec le général Sissi, le chef de l'État égyptien. Il m'a dit, Eddy, mais non, on va voir. J'ai dit, président, ça, c'est quelque chose que tu as inscrit dans ton programme. Récupérer le siège comme finalité de l'indépendance du football africain. Être propriétaire de son propre siège. Comment peut-on concevoir autrement un siège de la Confédération, le plus grand sport, le plus riche et le mieux organisé. Donc voilà. Eh bien, il a été reçu par le général Sissi, qui lui a dit, je vais passer ça par le ministère et par l'Assemblée nationale pour que vous soyez propriétaire. Et il a signé cette convention. Alors, elle était limitée dans le temps. Je ne sais pas si c'est 10 ans ou 20 ans. En tout cas, il l'a signée. Et on était tous fiers de ça. Ça n'a pas été bien communiqué, malheureusement. Mais en tout cas, ça, il faut le rappeler. Exactement. Ça, c'est son œuvre aussi. Exactement. Justement, revenons aux relations entre la CAF et la FIFA. Comment est-ce que vous percevez la mainmise? Parce que sous le président Ahmad, on l'accusait déjà, mais vers la fin, on a compris que c'était pas, il sait pas ce qu'il voulait. Comment aujourd'hui vous comprenez que la CAF soit entièrement gérée par la FIFA? Écoutez, moi, je peux pas faire de reproche à la FIFA pour une raison toute simple. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure des grands dirigeants comme Lamine Diack et Issa Yatou, Fekro Kidane ou Jean-Claude Ganga, sont des gens qui imposaient leur vue africaine. Imposée. Donc la FIFA a peut-être eu la tentation de mettre, de conseiller comme disent les Suisses et les Italo-Suisses qui sont à la tête de la FIFA aujourd'hui. On va conseiller, on va les accompagner, on va enrichir s'ils ont besoin de nous. La FIFA est toujours là. Ça c'est le discours de M. Gianni Infantino. C'est un discours qu'on peut entendre et respecter comme ça. Sauf que dans les faits, ce sont les dirigeants qui ne doivent pas laisser une entité comme la CAF être ouverte aux quatre vents, être ouverte aux décisions qui ne viennent pas de son comité, qui n'est pas l'émanation des fédérations nationales. Exact. Le football africain doit être dirigé par des Africains, doit être l'émanation, les grandes décisions doivent être l'émanation du terrain africain, des présidents et surtout d'un comité exécutif qui doit prendre ses responsabilités et les assumer. Une confédération doit être indépendante, libre et autonome. Et pour ça, il nous faut des hommes qui croient en ça et qui ont le caractère pour pouvoir dire, écoutez, merci pour le coup de main, merci pour l'accompagnement, merci pour les conseils. Nous sommes africains, nous avons 80 ans d'histoire au moins de football africain, on sait gérer. On sait gérer, on sait ce qui nous convient, on sait ce qui ne nous convient pas. Vous êtes la FIFA, vous êtes le gouvernement mondial du football. Donnez-nous vos idées, donnez-nous vos conseils. On vous écoutera toujours. Mais laissez-nous gérer cette confédération par des Africains et pour des Africains. Et si vous avez des conseils ou des choses qui ne sont pas dans le cadre des statuts de la FIFA, dites-le nous. On travaille main dans la main, main dans la main. Moi, le reproche que je fais, c'est d'abord aux dirigeants africains de gagner cette personnalité, cette dignité qui fait d'eux les hommes de décision. C'est eux qui décident et qui doivent imposer leurs décisions. Voilà ma façon de voir les choses. Justement, Eddy Hamel, je veux qu'on sorte un peu du plan politique parce que je sais que moi je voulais pas parler de la FIFA parce que vous avez travaillé à la FIFA, oui. Vous connaissez les méandres parce que et membre de plusieurs commissions. Et membre de plusieurs commissions, voilà. Moi, je veux revenir à ce qui fait aujourd'hui votre boulot parce que vous avez été conseiller du président de la CAF. Après conseiller du président de la CAF, vous avez un boulot, vous avez une entreprise qui s'appelle TV Media Sport. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise TV Media Sport? Oui. Alors, vous savez, j'ai créé Télévision Média Sport tout simplement à la suite, quand j'ai terminé l'aventure d'Afrique Football et que j'avais un pied déjà dans la télévision, dans le groupe France Télé et Canal France International, j'étais donc le responsable des sports, j'ai compris le métier des droits. Et je me suis dit, la plus grande injustice qui règne dans le monde complexe des droits, c'est l'Afrique.
c'est l'Afrique. Parce que on ne donne pas l'occasion aux télés africaines de s'exprimer, d'abord de s'enrichir techniquement et de recevoir les plus grandes compétitions dans un confort technologique exceptionnel, un peu comme on reçoit en Europe ou en Asie. Donc c'est ça qui m'a guidé d'abord. Et donc comme j'ai compris le système, j'ai bien compris le système, comment exposer le football, comment l'acheter pour les télévisions africaines, je me suis lancé, j'ai créé avec quelques amis, surtout des techniciens aussi, qui croient en l'Afrique, et nous sommes allés voir, le premier que je suis allé voir, devinez qui, Richard, vous allez le trouver, Lamine Diack. Le papa, il m'a dit, mon petit Teddy, tu as créé ça, mais tu es courageux. J'ai dit, président, j'ai créé, mais les grands sont autour de nous. Nous, on est petits. Comment on peut faire? Il m'a dit, Eddie, toi, tu as eu le courage de faire ça. Moi, je vais avoir le courage d'affronter mon comité exécutif et je te donne les droits de 2 championnats du monde d'athlétisme. C'était extraordinaire. J'ai commencé par ça et j'ai dit, président, vous le regretterez pas parce que je veux que l'athlétisme soit sur les écrans africains. Il ne l'est pas parce que les télés, on leur demandait beaucoup d'argent, parce qu'ils ne savaient pas comment réserver, comment obtenir l'image, etc. Je vais faire ça avec des formations. Donc, Lamine Diack m'a aidé à avoir les 2 premiers championnats. Il y avait monsieur Michel Platini, président de l'UEFA. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, l'euro est trop cher pour les Africains. Est-ce qu'on peut pas trouver une solution? La solution, moi, je l'ai.